Vous lâchez. Monsieur Avizou. Parlez fort ou venez ici. Ah, je vais venir ici. Allez, venez. Et je m'assois 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Il n'y a pas d'entrée. Monsieur Dupont-Aignan, d'abord merci pour cet excellent discours et ces excellentes idées. De plus, je vois Olivier Arsac, que j'ai connu il y a fort longtemps lorsque j'étais secrétaire départemental du RPR. Je vous signale entre autres que je n'ai jamais adhéré à l'UMP. Comme ça, au moins, les choses sont claires et bien définies. Alors, je voudrais faire un témoignage qui va un peu dans votre sens, qui va vous faire plaisir, monsieur Dupont-Aignan. J'étais à une réunion il y a 2 jours, je suis conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier. Donc, je m'occupe de fric. Et il y a 2 jours, j'étais à une réunion de la maison Carmignac. Je ne sais pas si vous connaissez la maison Carmignac. La maison Carmignac est une grande maison de gestion de pognon, tout simplement. Et c'est la plus grande maison de gestion de fonds d'Europe. Et elle est française. Et il se trouve que l'année dernière, nous avons eu une petite discussion assez vive avec l'un de ses représentants sur l'euro. Et je lui disais l'année dernière, mais l'euro est la variable d'ajustement du dollar. Bon, l'année dernière, je me suis fait fortement critiquer par cette maison. Cette année, j'ai répété le même discours, mais à la différence. J'ai dit, l'euro, c'est la variable d'ajustement pour le dollar, pour le yuan, et pour le yen. Oui, mais non. Alors donc, ce qui fait que, cette fois-ci, la maison Carmignac m'a dit, oui, monsieur Avizou, vous avez tout à fait raison, parce qu'en plus, je suis le représentant régional des conseils en investissement financier. Alors donc, ma voix porte quelque peu dans ce domaine-là. Alors cette année, la maison Carmignac a ajouté en plus, lorsque je lui ai dit, mais il serait peut-être temps, d'après les chiffres que vous nous donnez, que l'euro, eh bien la France quitte l'euro. Et la maison Carmignac a répondu, oui, je le crois, il faudrait y penser. Merci Gérard pour ce petit éclairage de ton milieu professionnel qui va dans notre sens. Et s'il y en a qui sont assis, il reste quelques chaises ou pas? Oui, il y en a. Il y a quelques chaises là quand même, les pauvres. Et là, il y en a 2 devant, 3, 4. Il y en a 2. Il y a 5-6 chaises pour ceux qui veulent. Alors, deuxième question. Alors, on va rentrer plus tôt, alors on va pas. Alors, remarque, critique, proposition. Profitez-en. Allez. Bonjour, je voudrais savoir comment on peut remettre la France, quelle industrie française, dans 5 ans en flot. Non, j'aime pas le micro-parade. Merci. Tout est possible. Comment on va remettre la France à flot économiquement? Eh bien, je vais vous dire. Comment? Mais on ne perd pas 1000 emplois par jour par hasard. Je vais vous dire, on perd 1000 emplois par jour parce qu'on cumule, allez, 5 handicaps. 5. On va rentrer un peu dans le détail, je ne vais pas être trop compliqué. Premier handicap, on a la monnaie la plus chère du monde. Elle est surévaluée de 20%. Vous savez, c'est très simple, 20% de surévaluation monétaire, quand vous vendez un produit 1200 au lieu de le vendre 1000, ça va vite. Hein. Ça, c'est un fléau. Premier point. Deuxième point, on a les charges sociales les plus élevées du monde, qui pèsent sur l'emploi. Et on s'est fait les 35 heures. Allez, admettons 10%. Au lieu de 35 heures, c'était 11% de surtemps. Allez, on va dire 10%. Pas plus, disons 10%. Troisième point, on a le libre-échange le plus déloyal. La Chine et l'Inde trichent, surtout la Chine, avec toutes les règles du jeu. Toutes. 20%, souvenez-vous de ça, un container sur 5, 20% des containers qui arrivent au Havre, de produits chinois, ne sont même pas aux normes CE, qu'ils devraient respecter. La norme CE, qui est la norme communauté européenne. Personne ne vérifie, et personne ne veut vérifier. Ne veut vérifier. Donc ils arrivent avec des produits dangereux. Bon. On laisse faire, parce que ce sont des multinationales, parce que c'est de l'argent des multinationales, etc. Quatrième point, une formation professionnelle insuffisante, un niveau éducatif. Là, j'étais à la Cité de l'Industrie, sur la place du Capitole, rencontrer le patronat qui organise la formation. Quand vous pensez qu'ils sont obligés de tout reprendre,
au niveau CAP, etc., avec des jeunes qui trouvent 90% d'emploi à leur sortie de ce système, de leur centre de formation, mais que c'est eux qui sont obligés de repayer, alors que l'éducation nationale, c'est quand même son boulot de former des jeunes à un niveau correct. Donc, problème de formation. J'oublie un cinquième, j'en avais un cinquième, handicap. Et si, bien sûr, le handicap du financement bancaire, où nos banques, grosso modo, ne renvoient qu'un quart des dépôts vers le financement de l'économie française. 80% en Allemagne. Les banques ne font pas leur boulot. L'État ne fait pas son boulot. La monnaie est surévaluée. Et on est en concurrence avec des esclaves dont on vérifie même pas les entrées des produits sur le territoire national. Mais on a une industrie et des Français exceptionnels. Mais exceptionnels. Contrairement à ce qu'on dit. L'économie française est d'une robustesse, d'une solidité, d'une capacité de résistance extraordinaire. Demain matin, vous sortez de l'euro, comme a fait le général de Gaulle quand il a créé le nouveau franc. Il a dévalué de 20% en une journée. Vous baissez les charges sociales sur l'emploi en redistribuant le système des charges sociales. Vous nationalisez les banques. Oui, moi je suis pour nationaliser. Là, elles ne valent plus rien. Elles ne valent plus rien. Et vous les créez sous forme de fondation. Ça ne veut pas dire que vous les gardez publiques après. Vous mettez en place un système de fondation pour pas qu'il y ait de clientélisme public, style Crédit Lyonnais. Mais il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et vous bâtissez, alors ça prendra plus de temps, un système de formation professionnelle et d'éducation nationale plus solide, mais vous verrez que... mais d'un coup, les entreprises, elles ne sont pas folles. Elles produisent là où c'est intéressant de produire. Regardez ce qu'a fait le Premier ministre japonais, qui vient d'arriver. Il a dit, maintenant ça suffit, on va continuer comme ça. Il a convoqué le président de la Banque centrale japonaise, il l'a viré. Voilà. Et il a décidé de dévaluer le yuan. C'est pas fou. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Je ne vous dis pas que ça s'améliorera d'un coup. Je dis que vous retrouverez intérêt à investir en France, à produire en France. Alors ils ont tous repris le produire en France que j'avais lancé, Bayrou, tous, mais ils n'en tirent aucune conséquence. Bien sûr qu'il faut produire en France. Alors j'ai vu Copé à la télévision, inénarrable, qui a dû avoir un publicitaire qui a inventé le front des producteurs. Le front des producteurs. Très bien, très bonne idée. Ce que ne comprend pas l'UMP ou le PS, c'est que vous ne pouvez pas faire les banques, la formation, les charges, si en même temps vous ne dévaluez pas la monnaie ou que vous ne réévaluez pas le marque, si vous ne libérez pas la monnaie pour faire la transition. Parce que j'entends, et quand j'ai vu Hollande sur le G20 là, au mois de septembre, je lui expliquais tout ça, bon bref, et je lui parlais de ça, et il me dit oui mais il faut investir dans l'innovation. J'ai dit attendez, les autres aussi investissent dans l'innovation. L'Allemagne, elle n'investit pas dans l'innovation. 4 fois plus de robots dans l'industrie allemande chaque année qu'en France. Tant que vous ne dégagerez pas une marge, une bouffée d'oxygène pour nos entreprises, elles feront faillite et elles partiront. Donc il n'y a que ça comme issue. Mais vous êtes face à un dogme. Ils ont fait l'euro. Pour eux, l'euro c'est l'Europe c'est la paix. La fin de l'euro c'est donc la guerre. Voilà. Bon. Mais ils auront la guerre et l'euro, s'ils continuent. Donc tout ça est complètement débile. Mais c'est dramatique de voir des gens aussi obtus. Obtus parce que, en même temps, certains gagnent beaucoup. Les banques avec l'euro, les multinationales avec le libre-échange déloyal, c'est tout. Pourquoi ça continue à marcher? Parce qu'ils y gagnent. Parce que quand ils délocalisent, ils gagnent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand ils font fonctionner l'euro, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, vous étonnez pas. Donc, et ils se disent, les Français ont qu'à faire des efforts. De toute façon, c'est très simple. Soit vous dévaluez de 20%, soit vous réduisez les salaires de 20%. Soit vous crevez. Et bien, comme on ne veut pas dévaluer de 20% et qu'on ne veut pas diminuer les salaires de 20%, et bien on crève. Et ils croient qu'en faisant crever le pays, à un moment, les gens vont accepter de baisser leur salaire. Voilà. 5 ans, mais avant 5 ans, vous pouvez faire un choc productif colossal. Monsieur. Pour compléter ma question, des éléments qui sont mis à venir, c'est par rapport, si on évalue, par rapport à la dette française. Mais, je vais vous répondre. Allez-y. Très simple, on vous dit toujours ça, la dette française. Vous l'avez dans mon programme présidentiel, ça va être sur le site internet. Hein. Qu'est-ce qu'on fait sur la dette française? Au jour J, où vous sortez de l'euro,
toutes les créances et toutes les dettes sont converties immédiatement en francs. Donc il n'y a pas de dévaluation, la dette est convertie au jour J. Donc il n'y a pas de problème, aucun problème. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? À partir du moment où vous retrouvez le franc, ou l'euro-franc, vous empruntez à la Banque centrale à 0%. Donc on paiera la dette, on paiera, mais on n'emprunte plus sur les marchés financiers. Vous êtes intoxiqué par l'idée qu'on est obligé d'aller emprunter sur les marchés financiers. Mais ça vient d'où ça? Le général de Gaulle empruntait à la Banque de France. L'Angleterre de M. Cameron, qui n'est pas un révolutionnaire, il fait quoi en ce moment? Pourquoi l'Angleterre de Cameron, qui a le double de déficit budgétaire que la France, 7% de mémoire, hein, je ne vais pas me tromper, mais le double aujourd'hui, à des taux inférieurs à la France. Pourquoi à votre avis? Mais lui, il emprunte à sa banque centrale, qui alimente. Comme les États-Unis d'ailleurs, à leur façon. Comme la Chine. Il y a que les Européens qui sont débiles au point de vouloir emprunter sur les marchés financiers et de faire dépendre de l'étranger. Le Japon a alimenté par sa banque centrale, pas assez. Mais... Donc, qu'est-ce que j'ai proposé? Pas non plus de faire de l'inflation. J'ai proposé que 100 milliards par an étaient financés par la Banque centrale à 0%. Donc je vais substituer de la dette à 0% pour payer, pour rembourser la dette à 2 ou 3%, 4% qu'on a contracté au cours des années futures. Et en 5 ans, vous l'avez sur le site internet, en 5 ans, vous réduisez la charge de l'emprunt de la France de 20 milliards. C'est-à-dire qu'en année 2017, si on avait fait ça dès maintenant, en année 2017, on ne payait plus comme intérêt que 30 au lieu de 50. C'est normal. Vous aviez une dette de 500 milliards en 2017 à 0%, le reste avec les taux habituels. Donc, on ne passait plus par les marchés financiers. On s'exonère des marchés financiers. Et ce faisant, on a une dette qui nous coûte beaucoup moins cher en intérêt. Alors vous allez dire, oui, mais vous êtes complètement barjot, c'est l'inflation, c'est machin. Attendez, Michel Rocard, un révolutionnaire. Michel Rocard, dans son dernier livre, nous rejoint. Sauf que lui, il dit qu'il faut que la BCE emprunte à 0. Simplement, les Allemands ne veulent pas. Donc moi, je ne veux pas demander à l'Allemagne de faire comme nous. Moi, j'ai pas envie d'envahir l'Allemagne. Mais en revanche, je ne voudrais pas que l'Allemagne décide pour nous. Et donc, c'est une évidence. Si nous n'avions pas payé d'intérêt, la dette française, elle serait de l'ordre de entre 20 et 30% du PIB. Vous nourrissez des vampires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire les dépenses publiques. J'ai aussi un plan. À partir du moment où vous allez relancer l'économie, il faudra parallèlement ne pas faire comme certains à gauche, qui font ça et qui en même temps relancent la dépense. Ça, surtout pas. On est à 56% de dépenses publiques. C'est de la folie. Il faut redescendre à la moitié. Un pays ne peut pas... Enfin, moi, j'estime qu'un pays doit garder la moitié en économie privée. On est à 56%. Aussi parce que le produit intérieur brut s'est effondré. Mais il faut pas... Donc, il faut faire des économies dans les communes, tu en as parlé. Il faut faire des économies, il faut réformer l'État, il faut réformer la sécurité sociale, il faut cesser d'alimenter une pompe aspirante migratoire avec des fonds sociaux. Enfin, attendez, il y a beaucoup de ménage à faire. Et je peux vous dire qu'il y a des économies à faire. Mais si vous relancez la production en France, mécaniquement, la production va repartir. Et si en même temps, vous êtes rigoureux, ce qu'a fait le général de Gaulle avec Jacques Rueff en 1958, dévaluation 20%, économie budgétaire très sévère. Mais comme il avait fait la dévaluation, les entreprises étaient reparties, donc il y avait de l'emploi. Vous pouvez faire des économies quand l'emploi repart. Vous ne faites pas d'économies à l'arrêt. C'est comme si vous freiniez à bicyclette, quand vous êtes à l'arrêt, vous tombez. Il faut une dynamique. Donc il faut d'un côté redynamiser le tissu productif par une dévaluation. Il faut des économies budgétaires pour éviter les dépenses improductives, et il y a du ménage à faire en France. Et puis il faut, dernier point, investir dans les chantiers d'avenir. Quel est le programme? Et on va faire la campagne européenne là-dessus, les amis. On va faire la campagne européenne sur des projets à la carte. 4 grands projets que je vous cite. Magnifiques pour les jeunes générations. Le panneau solaire à haut rendement énergétique. C'est l'avenir. Vous avez vu que l'usine Bosch la ferme? C'est dément. J'ai visité en Isère, Photowatt. Les Chinois, tiens un exemple sur la Chine. Les Chinois, il ne faut pas se tromper sur ce que veut la Chine. La Chine veut la revanche de 1850. Du sac de Pékin. Mais moi j'étais en Chine, je les connais. C'est normal, c'est un peuple fier. Ils veulent la revanche.
parce qu'ils ont subi une humiliation monstrueuse. Et donc, la Chine, par exemple, sur les panneaux solaires, a investi 150 milliards de dollars. Vous croyez qu'ils l'ont investi en empruntant sur les marchés financiers? C'est l'État qui l'a fait. 150 milliards de dollars dans les panneaux solaires. Ils ont doublé la production mondiale en surproduction. Ils vendent sur le marché mondial à la moitié du coût de production, de leur coût de production. Ils ont éradiqué l'industrie américaine et européenne. L'Allemagne a fait faillite. L'Allemagne qui adore le marché libre quand elle gagne, mais pas quand elle perd. Les entreprises allemandes. Il n'y a plus que 2 entreprises en Europe qui font les panneaux solaires de A à Z. Photowatt en Isère qui vivote, sauvé par EDF, grâce à Sarkozy, il faut être honnête, là, il l'a fait grâce à la campagne présidentielle, et une entreprise allemande. 2 entreprises. C'était avec Jean-Philippe, je crois que j'étais à Photowatt. 2 entreprises. Tout le reste, mort. Américains, Européens, faillite. Parce que les Chinois savent que celui qui maîtrisera la technologie solaire au XXIe siècle sera le champion. Donc, ils ont tué les forces libérales qui faisaient des panneaux solaires. Ils n'ont rien à faire. Rien à faire. C'est une stratégie de guerre économique. Point. Et vous croyez que l'Europe fait quelque chose? Tous ces Européens, là, rien, ils n'en ont rien à faire. Ils préfèrent donner 1000 milliards aux banques que de donner 10 milliards pour sauver l'énergie solaire en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un beau projet européen, même avec l'Allemagne, comme Airbus. Il faut investir peut-être 100 milliards d'euros sur l'énergie solaire. J'en sais rien, peut-être 50, peut-être 10, peut-être 200. Qu'importe. C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous résoudrez le problème énergétique mondial demain si vous trouvez le panneau solaire adéquat. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en termes de rendement énergétique. Bon. Donc, voilà un défi majeur. Deuxième défi, la voiture électrique. Bolloré fait sa voiture électrique, Renault fait la sienne, les Européens font la... Personne ne se coordonne, c'est n'importe quoi. Voilà un beau projet européen à 2 ou 3 pays. Pourquoi pas faire avec Fiat, les Italiens, une voiture électrique? Pourquoi pas mettre en place une coopération? La lutte contre le cancer, reprendre en main les laboratoires pharmaceutiques. Je suis désolé, madame. Les reprendre en main parce que c'est pas normal de confier la recherche aux laboratoires pharmaceutiques. Il faut un échange et il faut des partages des rôles. Et c'est vital de reprendre en main. Tiens, j'ai un chef d'entreprise qui est venu me voir sur les principes actifs. Alors vous allez peut-être me démentir, qui me disait à quel point aujourd'hui on a délocalisé la fabrication des principes actifs des médicaments. Vous savez qu'il y a 60 médicaments en pénurie. Vous savez que la Chine se sert des médicaments comme arme de dissuasion en Afrique. Tu me donnes la construction d'un aéroport, sinon je te livre plus en principe actif antibiotiques. Voilà la réalité. La Chine avance ses pions. Et nous, comme des dingues, on a délocalisé tout ça. J'ai connu un chef d'entreprise qui produit des principes actifs. Les Américains ont compris, puisqu'ils allaient aux États-Unis, aux Chine, ils voyaient que les principes actifs, c'est le cœur du médicament. Ils voyaient que tout était délocalisé. Ils allaient dans une usine, c'était pas la bonne usine, c'était une autre. À la fin, c'était rien. Rien dedans. Vous avez des génériques, il n'y a rien dedans. Vous savez quel est le chiffre au niveau européen? J'étais stupéfait. Entre 2 et 6% des médicaments sont de la poudre de perlimpinpin. 2 à 6% des médicaments importés. Sauf que l'industrie pharmaceutique ne veut pas qu'on marque d'où vient le principe actif. Et certaines grandes entreprises relocalisent aujourd'hui. Vous imaginez ce qui se passe? Ce type-là, qui a une entreprise en France, 3-4 entreprises, me disait que des inspecteurs américains viennent avec le pistolet vérifier son usine. Eux, ils ont mis des inspecteurs. Vous savez combien il y a d'inspecteurs au niveau européen? 30, pour aller en Chine et en Inde. Aucun contrôle. Les médicaments que vous consommez, vous en avez 2% à 6%, il n'y a rien dedans. Et on s'étonne après que les antibiotiques ne fassent plus d'effet. Ben, c'est surtout ça, c'est qu'il n'y a rien dedans. Bon, ça c'est un scandale absolu qu'on va délivrer, on va révéler. Communication à l'Académie de pharmacie, c'est pas un fou qui a fait ça. Bon, donc, tout ça pour vous dire, je m'égare un peu parce que je vais loin, mais je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs, mais j'en étais à... Oui, non, mais avant, c'est logique. Grand projet, lutte contre le cancer, voilà. Lutte contre le cancer, c'est un fléau. C'est lié à notre alimentation, à beaucoup de choses, au mode de vie, etc. C'est un fléau. Est-ce qu'on n'est pas capable, entre pays européens, à travailler avec les laboratoires pharmaceutiques, à mettre en place un vrai... Mais il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait quelqu'un qui guide les choses.
J'ai parlé voitures propres, voitures électriques, panneaux solaires, lutte contre le cancer. Tout à l'heure, on en parlait à table, autoroute numérique. Autoroute numérique pour l'aménagement du territoire en France, c'est fabuleux. Moi, je suis en train de câbler ma ville à 20 km de Paris, je me suis battu comme un chien avec Orange. Bon, ils le font parce que c'est moi, mais je veux dire que je serai la première ville en dehors de Paris câblée de très haut débit. Mais je veux dire, c'est extraordinaire. On devrait avoir une politique d'aménagement du territoire, par exemple dans une région comme la vôtre. C'est fabuleux ce qu'on peut faire avec les autoroutes numériques. Pour installer des entreprises, des chercheurs, c'est une révolution, le télétravail. Il y a tout à faire. Mais ils n'ont aucune vision de l'avenir. Ils raisonnent à 8 jours, petits bras. Donc ça, voilà une belle ambition pour l'Europe. On a plein de choses à faire. Et c'est là où je voudrais qu'on porte un peu les choses, vous voyez, qu'on prenne un peu de hauteur. Et c'est là où vous convaincrez les Français. Donc, je ne sais plus pour quelle était la question, mais c'est pas grave. Non, il y avait autre chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref, je m'enthousiasme parce que je suis passionné de ça, parce que je sais, il y a tous les talents en France. Vous avez des ingénieurs, vous avez des chercheurs. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de cap. C'est tout, c'est très simple. Très simple. Plus je vieillis, plus je trouve ça simple. C'est pas qu'ils ne le comprennent pas, c'est qu'ils sont prisonniers de schémas mentaux et prisonniers d'un internationalisme de bazar et d'un système européen monstrueux, prisonniers d'administration qui sont complètement perdus, prisonniers d'intérêts. Bercy est passé sous la main des grandes entreprises. Les fonctionnaires qui sont dans les cabinets ne rêvent que d'une chose, c'est d'être payés 10 fois plus en allant dans la grande entreprise qu'ils surveillent. Je vois que ça. Mais je m'interroge. Et puis ils vous disent c'est pas possible jusqu'au jour où ils vous disent c'est possible. C'est jamais possible. Et ça c'est très français aussi. C'est jamais possible. Jamais rien n'est possible. De toute façon, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours quand on m'a dit que c'était pas possible de le faire. Même à la mairie, tous les trucs qu'on a fait qui marchent, c'est des trucs où mon conseil municipal m'a dit il faut surtout pas le faire. Donc quand il me dit il faut surtout pas le faire, je me dis c'est bon signe, il faut que j'aille. Alors parfois je me plante, on s'est planté. Bien sûr qu'on se plante. Mais regardez en France, le général de Gaulle s'est planté sur plein de trucs. Le plan calcul, c'était un fiasco, l'aérotrain, c'était un fiasco. Mais c'est Jean-Pierre Gérard, notre vice-président, qui est chef d'entreprise, qui est un gros industriel, qui est à la retraite maintenant, mais qui le dit toujours, et il m'a convaincu. Je ne comprenais pas sur la rémunération du capital, c'est toi André qui en parlait. Et puis je vois où il est l'ancien, voilà. Pour qu'un projet marche, parfois il en faut 2 qui échouent. Et c'est ça que ne comprend pas la France dans cette méthode un peu bureaucratique. Il y a aussi une plaie, tiens, il y a une autre plaie. C'est quand même la bureaucratie. Les normes, c'est démentiel. Et pourtant, je ne suis pas interventionniste, je ne suis pas libéral au sens trop libéral, mais à un moment, c'est plus possible. Moins on est efficace, plus on fait des normes. En mairie, je vois ça. Dans l'éducation nationale, les profs passent leur vie à remplir des papiers. Aucun intérêt. À la sécurité sociale, c'est délirant. Les médecins, c'est délirant. L'agriculture... Ah non, on passe notre vie à faire... Vous savez, c'est Kafka. Les gens n'ont plus aucune influence sur rien, alors on passe notre vie à faire des rapports sur nous-mêmes. On va faire 3 questions. Laissez 3 questions, comme ça ils se passent mon micro. Allô ? Oui. Excusez-moi, ça peut m'intéresser aussi. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la désertification des services publics en milieu rural ? Parce que c'est un vrai problème, ça aussi. Ouais, très juste. Question suivante pour que je finisse mon gâteau. Ouais, tout le monde posera sa question. Et qu'est-ce que vous proposez pour la jeunesse aussi ? Ouais, on va répondre. Alors, une question de la part d'un agriculteur de la circonscription. Comment on va faire avec ces prix de l'agriculture qui sont sans arrêt vus à la baisse, quoi, qui sont sans arrêt lissés à la baisse? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Monsieur, dernière question, parce qu'après 4, c'est ma limite de compréhension. J'aurais déjà oublié la première. Bernard Tesquet, gaulliste. J'ai une question politique à vous poser.
vous défendez l'idéal gaulliste, et c'est très bien. Et vous avez dit que vous étiez à Debout la République, 10 000 militants, c'est fabuleux. Mais pourquoi, vous en avez un peu parlé, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi ne pas rassembler avec d'autres nationaux, d'autres patriotes, qui peuvent venir du MPR, du Front National, et pourquoi pas faire un rassemblement? Merci. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Tant mieux. Et moi, j'ai toujours voulu bras ouverts. Et on a crevé dans notre sphère de toutes ces cabines téléphoniques additionnées. Pour être clair. Je parle franchement. Bon. Simplement, pour se rassembler, c'est comme l'Europe, vous vous rassemblez sur une idée, un projet, un cap. Si c'est simplement de se rassembler pour se rassembler, ça ne marche pas. J'ai tendu la main 10 fois à qui vous savez, à Philippe de Villiers pour être clair, aux dernières européennes en 2009. Bon, j'ai eu une fin de non-recevoir, c'est ainsi, on ne va pas mettre d'huile sur le feu. Il m'a proposé, c'était gentil, la région d'Outre-mer pour Debout la République. C'était un peu déséquilibré, reconnaissez-le. Bon. Donc j'ai dit non. J'ai beaucoup regretté. Pendant la présidentielle, je l'ai appelé plusieurs fois, lui demandant, non pas son soutien, parce que je voulais pas, mais je demandais trop, mais au moins un petit truc. Bon. Le temps viendra, il y a beaucoup de gens du MPF qui sont venus, il y a beaucoup de chevènementistes qui sont chez nous, qui ont soutenu la présidentielle, sans venir d'ailleurs obligatoirement. Moi, je ne demande pas qu'ils adhèrent à Debout la République. Qu'on crée un jour une confédération patriote, quelque chose qui permette de rassembler tout ce beau monde, mais moi, je serais le premier d'accord. Et on va le faire aux européennes, déjà. Aux européennes, on va porter des listes, ou une liste, on verra quel est le mode de scrutin, une liste de rassemblement patriotique et républicain. Mais sur une ligne claire, idéologique. Vous voyez? Claire. Sans ambiguïté. Parce qu'on ne peut rassembler que si on est clair. Voilà, c'est tout. Donc moi, tant mieux, oulala. D'où qu'ils viennent, l'important c'est de regarder vers le chemin. Et le chemin qui soit bien balisé. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Sur la jeunesse, mademoiselle, je suis partagé sur votre question. Je veux dire, ce que j'ai envie d'offrir à la jeunesse, c'est de la dignité et un avenir. Alors, vous allez dire, grand mot. Et vous avez raison. Mais, je veux dire par là que je me méfie toujours des programmes pour la jeunesse. J'ai toujours trouvé ça con. Pardonnez-moi. Parce que, bien sûr qu'il y a des programmes pour les jeunes, plus adaptés. Mais les jeunes, ils sont citoyens français. Et si on veut aider les jeunes en France, c'est quoi? C'est leur offrir un boulot, un emploi. C'est leur offrir une formation de qualité. Formation de qualité, emploi. D'aller au collège, au lycée sans avoir peur de se faire racketter et casser la gueule. Ça paraît bête, mais quand vous voyez le pourcentage de gens qui ont peur en allant au collège ou au lycée, c'est impressionnant. Déjà, si on faisait que ça, se dire, je vais être maître de ma vie, et je ne vais pas ramer, et je ne vais pas être déclassé, et je ne vais pas vivre dans un pays qui finalement me rejette au point que je suis obligé de partir à l'étranger. Et quand je dis partir à l'étranger, c'est pas partir à l'étranger parce qu'on est riche. Et ma fille fait 1 an d'études à Londres, et quand je vais la voir, j'ai été la voir 2-3 fois, quand je vois l'Eurostar bourré de jeunes, et que ces jeunes, je les questionne, certains me connaissent, me reconnaissent, me parlent, je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Je suis serveur à Londres, qu'est-ce que vous faites? Je suis ceci, je suis... Enfin, je veux dire, ils partent pas tous dans des grandes écoles, loin de là. Hein. Et je me dis, mais quelle folie! Quand j'étais à Berlin pour un colloque, machin, je vois un jeune français dans un bistrot qui me sert, et il venait d'un quartier populaire, un jeune d'origine étrangère, français, très bien. Voilà, c'est ça aujourd'hui la jeunesse. Quelle jeunesse? Elle a plus d'avenir dans notre pays en termes de boulot, de statut, d'espoir. Mais c'est monstrueux. Donc, je dirais que ma priorité pour la jeunesse, c'est ça. C'est que les jeunes puissent se réaliser. Tout le reste, comprenez qu'on arrête avec tout le folklore, la carte jaune, les conneries dont on abreuve dans les conseils régionaux, les communes, les machins, mais on vous prend pour des demeurés. Il faut arrêter, quoi. Vous êtes des citoyens, vous avez envie de faire votre vie, de vous loger, un logement, n'importe quoi, la politique du logement, des normes à n'en plus finir. Là, oui, ça aussi, on a trouvé qu'il fallait faire plus de normes pour que le logement coûte plus cher. Moralité, le logement social coûte aussi cher qu'un logement privé. C'est génial. Bon. Donc, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est un toit, vivre, que les jeunes puissent... Mais il y a de quoi être dépressif quand on est jeune. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui boivent, c'est ça le problème. Mais... Non, mais je plaisante, mais c'est vrai, c'est pas normal. Alors là, vous allez me trouver ça, c'est le père qui parle.
Mais c'est pas normal. Moi, je me souviens pas qu'on se saoulait la gueule à ce point. Mais bon, j'ai peut-être... non, je caricature un peu, mais c'est vrai que je trouve que vous... Non, mais attendez, c'est quand même vachement intéressant de savoir pourquoi les jeunes boivent beaucoup plus qu'il y a quelques années. Bon, c'est mieux de boire que de se droguer, encore que... Pareil. Je plaisante un peu, mais c'est l'idée d'une perspective. Perspective. Voilà. Dignité à venir. Et c'est très intéressant de voir que dans les pays d'Europe, attendez, quelle vision on donne à la jeunesse quand vous voyez qu'un jeune espagnol sur deux est au chômage. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et ces types ne voient rien et continuent. Mais ce sont des criminels économiques. Moi je vous le dis. Il y en a un qui le dit plus fortement que moi, c'est Philippe Villain, qui est pourtant un banquier, enfin pas un banquier, un homme d'affaires de droite, libéral, et qui dit ce sont des trichettes, un criminel économique. Ce sont des criminels économiques. Et ils sont en train de précipiter le continent dans des troubles sociaux et politiques de grande ampleur. Mais vraiment. Hein. Donc, pas de pitié pour eux. Il faut y aller au canon. Il faut arrêter maintenant. Il faut y aller au canon. Il faut dire les mots. Parce que ils ont réussi à nous... Comment dire? Anesthésier, culpabiliser, anesthésier, faire en sorte que c'est pas normal de... oui, puis même, c'est pas bien... Ils ont traumatisé le corps social français par une mise sous tutelle intellectuelle, médiatique, etc. Donc, clientélisme aussi. Bah, ils n'ont plus grand-chose à clientéler, si je puis dire. Il y avait une question sur l'agriculture, je vous avais dit que j'en oublierais une. Et la désertification. Désertification, c'est plus compliqué. Service public, il y a deux écueils, enfin, il y a deux idées qu'on a depuis toujours. C'est pas facile parce qu'on se fâche avec les deux clientèles. C'est refaire un service public unitaire, c'est-à-dire renationaliser définitivement EDF-GDF, supprimer les autoroutes, les concessions d'autoroutes, etc. Mais, un grand mais, si on en est arrivé là aussi, c'est parce qu'on a fait dans les services publics des corporatismes syndicaux, de la gabegie, des surcoûts inacceptables. Donc la grande difficulté, c'est qu'il faut à la fois redonner du sens public du service public, mais qu'il faut faire un sacré ménage aussi. Et il ne faut pas redonner le pouvoir si on ne fait pas le ménage avant. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'on imagine l'avenir des territoires en fonction des nouvelles technologies. Et quand je vous parle d'autoroute numérique, quand vous voyez déjà la manière, et vous vivez ici, dans cette région, la manière dont les gens vivent à la campagne tout en travaillant à la ville, la manière dont les choses ont changé, on a un territoire fabuleux. Et notre espace, c'est notre atout. Il n'y a qu'à voir les étrangers qui ont acheté tant de maisons chez nous. Donc je pense que le numérique peut être un véritable moyen de mieux utiliser encore notre territoire. Mais là, il faudrait qu'il y ait un schéma national, il faudrait qu'il y ait un plan d'investissement, il faudrait qu'on sache comment on le fait. Et puis, entre nous, il va falloir arrêter avec les féodalités locales. Moi, je pense que, quand vous voyez, j'ai plus le chiffre en tête, mais je voyais dans un journal là, récemment que le pourcentage du PIB, les dépenses des collectivités locales, vous devez savoir ça, Nicolas, c'est passé de 5 à 8, je crois. L'État, contrairement à ce qu'on vous dit, l'État, les dépenses de l'État, en pourcentage du produit de la richesse collective, est descendu à 15%. On était à 18-20, hein, il y a une époque, il y a 20 ans. Donc ça veut dire, contrairement à ce qu'on vous répète, et c'est ça que j'aime pas dans une certaine droite bête, qu'on connaît bien, qui passe sa vie à vous faire des couvertures de magazines sur les sous-préfectures, même les élus, les ministères, enfin, c'est des pécadilles. L'État régalien, c'est-à-dire l'État police, justice, l'État qui est utile, il a maigri en France depuis 20 ans. Il est passé à 15%. Ce qui a explosé, c'est quoi? Sur les collectivités locales, et c'est la sécurité sociale, les transferts sociaux. Et c'est là où il va falloir dire stop à un moment. Mais l'État, on en a besoin d'un État fort. Donc, vous voyez, tout ça doit être lancé. Mais enfin, il y a beaucoup d'économies à faire dans les collectivités locales. Moi, je suis plutôt pour la suppression des régions que des départements, parce que les régions, c'est n'importe quoi, et ça sert à rien, à part le repas de lycée, comme disait Séguin. Et je suis pour des coopérations volontaires de départements sur des enjeux, c'est-à-dire pour pouvoir avoir un enjeu transport où il y a X départements qui travaillent ensemble avec les conseillers généraux transport,
Il n'y a pas besoin d'inventer des régions à la proportionnelle pour caser les copains et les copines. Hein. Bon. Mais enfin, ça, c'est une autre. Ne proposons pas tout d'un coup, parce que déjà, on fait peur à beaucoup de gens, alors ça sert à rien. Et puis, dernière question sur l'agriculture. Sur l'agriculture, là aussi, c'est un de nos atouts. Mais sur l'agriculture, on est dans une position très intermédiaire. Soit on défend l'idée d'une agriculture européenne, mais il faut rétablir les principes de la PAC et maintenir, par exemple, les quotas laitiers, etc. C'est la seule solution. Sauf qu'à 27, on est minoritaire parce que Chirac a abandonné la loi du veto. Soit on renationalise complètement la politique agricole, puisque de toute façon, on dépense 7 milliards d'euros pour l'Europe et qu'on a tout à fait les moyens de payer notre politique agricole. Il y a deux solutions. Il faut tenter de la sauver au niveau européen, mais si on n'y arrive pas, il faudra changer le système. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de nous délocaliser, de nous préparer la délocalisation des boîtes de fromage, de yaourt. On va être en déficit de lait dans quelques années, même quelques mois. Ils sont en train de faire une politique de folie, de moins-disant social, environnemental, qui va vraiment casser notre agriculture. Alors la seule chance qu'on a, c'est comme on va arriver en pénurie mondiale, il y a un moment où le marché va se retourner et voilà, il faut tenir les quelques années pendant lesquelles on est en difficulté, mais là c'est une question de fermeté vis-à-vis de Bruxelles. Et on a des gens faibles. Vous avez vu le scandale alimentaire où on s'est empressé de laisser la licence à Spanghero. C'est délirant. Délirant. Connu comme le loup blanc. C'est chez qui? Non, c'est pas chez qui. C'est chez quel département? Ah, c'est dans l'Aude. Et là aussi, pardonnez-moi sur Spanghero, c'est intéressant. Vous avez vu l'état d'esprit petit bras du gouvernement et puis l'état d'esprit général. Non, si on retire l'agrément à Spanghero, il y a 300 personnes sur le carreau. Non, on retire l'agrément à Spanghero, on le fusionne avec une autre entreprise, on la fait faire faillite, on la rachète et on remet du boulot aux gens. Mais quand quelqu'un a triché, a violé la loi, a empoisonné le consommateur, on le sanctionne. Oui, enfin... Bon. Et comme par hasard, on retrouve autre chose. Non mais, c'est exactement pareil que le petit dealer dans nos quartiers ou qu'au sommet, ceux qui trichent dans les banques. C'est que notre société est permissive au respect de la loi. Le respect de la loi n'est plus important en France. Et je vais vous dire, d'ailleurs, entre parenthèses, cela a une influence très importante sur l'étranger, au point que même dans certains milieux d'affaires, on considère la France comme une république bananière. Où on ne respecte pas la loi dans la rue, on ne respecte pas la loi dans les entreprises, on ne respecte pas la loi nulle part. Il y a un problème de respect de la loi dans le corps social français, qui est très grave. Très grave. Parenthèse. Eh bien, bien sûr, on obéit à Bruxelles. Bien sûr. Voilà. Question. S'il vous plaît, Spanghero. Oui. Moi, j'étais à Cassodari, j'avais une entreprise personnelle, il y en a une autre qui tourne encore, qui s'appelle La Souvelle, j'ai écrit en 73, mais Spanghero, je connais très bien. L'ancien maire de Cassodari, dans les personnels de Jacques Chirac, qui était là, à la ville de Cassodari, et Spanghero ont monté leur affaire. On a connu les Spanghero par Walter Spanghero. Oui. Bon, ensuite, il y a eu, dans les personnels, c'est Claude et Laurent. Et des restaurants, bon, ils vont régulièrement. Mais ils ont vendu leur... Bon, Claude s'est séparé de son frère, et Laurent, lui, a vendu son affaire pour soi-disant le franc symbolique. Alors, maintenant, on m'attaque le nom de Spanghero. Oui. Alors, ce sont des Français qui ont défendu la France. Alors, pardonnez-moi. C'est une entreprise, je dis Spanghero, c'est pas les personnes. Eh bien, vous avez raison de me corriger. Merci de m'avoir corrigé. Alors, on va faire une dernière série de questions. Après, moi, j'aimerais pouvoir discuter individuellement avec certains qui veulent me voir, qu'on ait un peu de temps. Donc, quelles sont les dernières questions? Allez, monsieur là-bas. Bonjour, monsieur Dubourg-Ignan. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'état de l'armée actuellement, et si vous avez une vision pour l'armée de demain. Très bien. Merci. Très rapidement, je réponds à monsieur. L'armée, d'abord, il faut un seuil minimum de moyens. Et là, on est dans une semaine tragique. On va voir ce qu'a décidé le président Hollande, mais en dessous d'1,5% du PIB, je ne vois pas comment on peut avoir une armée qui est déjà au taquet, avec des militaires exceptionnels. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie d'indépendance nationale, et ne pas dépendre de l'OTAN, et savoir
qu'on doit garder notre maîtrise. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a la seule opération qu'on a réussi, c'est quand on l'a fait seul. C'est le Mali, que j'ai soutenu et que je soutiens encore. Je maintiens. Et on aurait dû le faire bien plus tôt. Et je me souviens avoir vu Morin à la commission de la défense, je connais bien ses problèmes, j'étais à la commission de la défense pendant 5 ans. Il y a 3 ans, on a reçu Morin, on lui a expliqué, parce que tous les chefs d'état-major le disaient, qu'il y avait l'AQMI était en train d'alimenter un arsenal considérable au Sahel, et Morin nous a traités par le dessus la jambe en disant « Ah, il faut qu'il y ait une force européenne ». On a dit « Elle ne viendra jamais ». Moralité, on a perdu 3 ans et on a laissé s'accumuler un arsenal absolument considérable au Mali. Et là, on a eu raison d'intervenir, il fallait intervenir. Alors que je suis plutôt hostile aux interventions, notamment en Afghanistan et ailleurs, et en Irak bien sûr. Donc, sur le Mali, il fallait intervenir et nettoyer au plus vite cette zone qui était une menace très forte pour la France et ses intérêts. Sur la défense, il faut autonomie de la défense. La défense, c'est obligatoirement une politique indépendante, comme la politique étrangère. Et puis après, il faut des moyens en coopération avec nos voisins. Il ne s'agit pas de faire tout seul, mais des coopérations industrielles d'armement, ce qui n'est pas facile, notamment avec les Anglais, et puis maintenir un effort de défense correct. On ne va pas remonter aux sommes qu'on a dépensées à une époque, maintenir une dissuasion nucléaire, la diversifier, et puis avoir une force de projection et un second porte-avions. C'est absolument vital. Voilà. Bon, maintenant, on est dans une idéologie de la confusion intellectuelle, donc tout est dans tout, et on part, on va voir ce qui va être décidé. On peut espérer que... Alors, il y a certaines économies qui peuvent être faites sur certains programmes industriels où il y a des abus, mais enfin, c'est marginal, on est au taquet. Et les militaires français ne peuvent pas faire plus avec ce qu'ils ont. Impossible. Voilà. Autre question. Quelle est votre position sur le fait de fournir des armes en Syrie? Totalement opposé. On ne peut pas combattre les djihadistes au Mali et les alimenter en Syrie. Dans la vie, il faut être cohérent. Ça n'a aucun sens. Aucun. Et sur la Syrie, c'est tragique et je ne suis pas du tout un supporter d'Assad, mais si c'est pour remplacer Assad par des djihadistes fous, ça n'aura pas avancé le schmilblick. Donc, et je ne vois pas au nom de quoi on va aider ceux qui nous combattent. J'ai pas toujours compris, là j'avoue que j'ai un épisode qui m'a manqué où je crois le voir. Malheureusement. Je crois le voir. Et j'en suis inquiet. Bon, il n'empêche que on peut tout dire et on peut critiquer Hollande sur beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'il a eu raison en 24 heures de décider l'intervention. Et que si on avait laissé l'AQMI prendre le Mali et prendre cet État, je peux vous dire que là, tous ceux qui aujourd'hui font la moue devant son intervention seraient les premiers à le critiquer. Moi, j'essaie de faire de la politique avec conviction et avec conscience, et c'est pas parce que c'est Hollande que je vais dire c'est une rame. Je crois qu'il faut essayer d'être honnête. Il est sûr que c'est pas facile, mais dans un choix politique, on choisit entre des inconvénients. En revanche, ce qui est scandaleux, c'est d'avoir des leçons de Mme Merkel sur les dépenses budgétaires et de voir que personne ne veut alimenter. Donc il faut arrêter. Maintenant, il faut soustraire même les dépenses. De toute façon, il ne faut pas respecter ce traité, mais il faut soustraire les dépenses militaires des traités de déficit budgétaire. Et puis point barre. Autre question, monsieur. Vous avez parlé du respect de la loi. Que pensez-vous de l'Institut pour la justice et sa programmation? Je le soutiens totalement. Je m'en inspire, je travaille beaucoup avec eux. On peut, là aussi, j'ai fait un contre-rapport, vous trouverez sur Internet, à Madame Taubira, où je propose des mesures, suppression des peines automatiques, suppression de la loi Dati, qui est une catastrophe, puisqu'elle a mis en place des peines alternatives pour les condamnations à moins de 2 ans ferme, construction des places de prison, fin de la double peine qu'avait supprimé rétablissement de la double peine qu'avait supprimé M. Sarkozy, c'est-à-dire qu'un étranger qui commet des délits graves doit être définitivement interdit de territoire. Et je suis même pour une mesure que je proposerai le 6 avril, qui est une mesure qu'a fait la Belgique avec le Maroc, que des étrangers qui commettent des délits soient réévacués dans des prisons marocaines. Et la Belgique paye le fonctionnement, et comme la prison marocaine est beaucoup plus dure que la prison belge, je peux vous dire que c'est très dissuasif. Et ça désengorge les prisons. Donc c'est une mesure toute bête, mais qui permettrait d'évacuer des prisons françaises plusieurs milliers de personnes, qui éviterait d'en construire. Et moi je préfère aider le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie à emprisonner leurs concitoyens qui ont fait des délits avec des accords. Ça marcherait très bien. Ça paraît un peu audacieux, mais ça marche. Le Maroc le fait avec le Belgique. Alors ça ne peut pas marcher sur tous les sujets.
Il y a des conditions, bien sûr, qu'il n'y ait pas de famille dans le pays, etc. Mais il faut revenir à des principes simples. À chaque délit, la certitude d'une condamnation. Ce n'est pas le cas en France. À chaque délit, la rapidité de la sanction. Et à chaque délit, la proportionnalité de la peine. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est tout. Donc, il faut le faire sans excès, mais le faire vite. Et là, on a tout écrit sur le site internet. Mademoiselle, allez, on va grouper les questions parce qu'après, je pourrais... Ah, monsieur. Oui, à l'époque où l'UMP est mis en place Adopi, le PS avait promis de le supprimer. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce que vous pensez à propos du piratage et l'après Adopi? Vous voulez le supprimer? Je suis pour la légalisation du téléchargement dit illégal. C'est clair. C'est la révolution de l'avenir. Et je suis, en revanche, parce que je vais être franc, pour la licence globale. C'est-à-dire que vous paieriez une licence de 5 €, 3 €, 2 €, 4 € par mois sur votre abonnement Internet. Et en échange, vous auriez accès à toutes les œuvres de l'humanité. C'est la bibliothèque universelle dont rêvait André Malraux. C'est ça. C'est extraordinaire, Internet. Mais en revanche, il faut trouver un nouveau mécanisme économique qui permette de financer les œuvres culturelles françaises. Je ne suis pas hostile à ça, bien sûr. Bon, là aussi, les industries, c'est quelques industriels, on les connaît, hein, qui faisaient du lobbying dans les couloirs de l'Assemblée, et le nouveau gouvernement ne sait pas comment se... Donc, moralité, on ne choisit rien, c'est-à-dire qu'on ne punit plus vraiment, mais en même temps, on ne prépare pas un système alternatif, donc on est dans le flou nul. Or, il faut prévoir un nouveau financement des œuvres artistiques. Mais à chaque période, il y a de nouveaux financements. Point. Autre question. On va être un petit peu plus léger. Que pensez-vous de ces footballeurs français, de nationalité française, qui refusent de chanter la Marseillaise, voire le drapeau? Eh bien, ils ne doivent plus faire partie de l'équipe de France. Point. C'est simple. Mademoiselle, simple. Il faut, juste un point. Ça sera l'objet du 6 avril. On fait une grande convention à Paris, vous êtes invités, même si c'est loin, le 6 avril après-midi à la mairie du 17e, sur toutes ces questions. Je vais préciser la ligne avec tous les amis de Debout la République sur ces questions. Où je n'ai pas assez parlé à la présidentielle, je ne sais plus qui me disait ça, c'est M. Isard, il est où, je ne sais plus. Il est là-bas. Tu avais raison. Et là, bon, j'ai eu le tort, mais on nous a tellement cassé les pieds avec Marine Le Pen qu'il y a vraiment... bon, on va clarifier tout ça. Il faut être très clair. On va proposer un pacte républicain. Quand on est citoyen français, on signe un pacte républicain. Et les religions qui sont en France devront signer le pacte républicain. Parce que c'est pas à la France d'adapter sa république aux religions ou à d'autres. On doit être clair, sans excès, mais et c'est ça le rassemblement, sur l'idée de la citoyenneté française. Et d'ailleurs, c'est ce que souhaitent la plupart de ceux qui sont d'origine récente dans notre pays, qui aiment la France et qui ne veulent pas être mélangés avec ceux qui la rejettent. Donc c'est rendre service en plus à tous ces nouveaux Français qui aiment notre pays et qui sont très patriotes pour certains, très patriotes, mais qui sont salis par le comportement d'une petite minorité. Et ça, il faut casser ça au plus vite, au plus vite. Mademoiselle. J'avais deux questions. D'abord, par rapport à la justice, est-ce que vous comptez durcir la justice des mineurs? Et ensuite, une autre question par rapport à l'IEJ. Est-ce que vous pensez justement qu'approuver les pratiques de l'Institut pour la justice, ce ne serait pas plutôt créer un clivage entre les professionnels du droit? Non. Bien sûr, les professionnels du droit, ça dépend de qui c'est les professionnels du droit. Si c'est ceux qui ont le nez sur le guidon et qui ne se rendent plus compte de ce qui se passe, bah, tant pis. Mais moi, je vois beaucoup de professionnels du droit qui sont bien conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées, quand on convoque des gens 6 mois plus tard pour des petits délits, je ne suis pas pour qu'on tombe dans un système excessif, mais simplement une justice qui fonctionne, un État régalien qui fasse que le plus faible est protégé du plus fort, la loi du plus fort, c'est tout. Donc moi je crois que quand je dis Institut pour la justice, heureusement qu'il y a l'Institut pour la justice qui à un moment dit des vérités. Alors après c'est à nous d'approuver ou de désapprouver, mais des choses simples. Quand on est condamné à une peine, on doit faire au moins les 3/4 et non pas la moitié. Deuxième point, plus de peine alternative, chaque délit une sanction d'emprisonnement, même minime, 8 jours, comme en Angleterre.
En Angleterre, moi j'ai assisté à un tribunal des mineurs, un type qui avait volé un portable, il a eu 8 jours, tout de suite. 8 jours à 16 ans dans un lieu spécialisé, pas au Beaumet. Bon. Et où là, on lui a montré que c'était pas bien. Et ben, ça dissuade, je ne dis pas que c'est parfait, mais des sanctions claires, précises, mesurées, proportionnelles, sont tombées dans le délire. Voilà. Mais ça sera par référendum, parce que si on attend les professionnels du droit, ça ne sera jamais fait. Désolé. Sur les mineurs, il faut durcir, mais il faut considérer aussi, moi je pense qu'il faut voir en dessous de 16 ans, au-dessus de 16 ans. En tout cas, il faut arrêter ce qui se passe aujourd'hui, mais sans tomber non plus dans un excès inverse. Oui, bonjour, je ne suis pas adhérent, du coup j'ai une question, je voulais connaître vos positions sur l'immigration. Sur l'immigration, on en parlera le 6 avril, vous verrez sur Internet, c'est très simple. Réduction au moins de moitié des flux d'immigration légale. On est à 200 000 par an. Je pense que le bon chiffre faisable très vite, c'est 100 000. Il faut diviser par 2. Si on peut faire plus, descendre à 50 000, pourquoi pas, mais moi je n'ai jamais voulu promettre, comme Mme Le Pen, l'immigration zéro, parce que je trouve ça débile, parce que c'est inapplicable, et parce que en plus, il y a des flux d'entrée nécessaires, et que ce serait tombé dans un excès inverse. Donc moi je pense qu'il faut réduire déjà de moitié, pour enlever beaucoup d'immigration, j'allais dire, sociale et de confort, qu'on ne peut plus accepter. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis pour la lutte contre l'immigration illégale, beaucoup plus sévère, et notamment toucher ce que j'appelle les exploiteurs, ceux qui font venir la main-d'œuvre clandestine. Et ce sont des entrepreneurs, ce sont des logeurs, ce sont des passeurs, et on ne les tape jamais. Jamais. Donc là, il faut être impitoyable. Troisièmement, il faut tarir l'appel d'air social. C'est pour ça que je suis pour la suppression de l'AME, avec un dispensaire par département, bien sûr, parce qu'on a le droit de soigner, on ne va pas laisser les gens, on n'est pas des monstres, mais en revanche, sous un phénomène de dispensaire. Il y aura un dispensaire par département, ou plusieurs dans les gros, et il n'y aura plus l'aide médicale gratuite qui coûte presque 1 milliard d'euros dans notre pays. Quatrièmement, il faut une vraie politique du bassin méditerranéen. Ne croyons pas qu'on maîtrisera l'immigration si on ne développe pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique. C'est une folie. Donc, d'un côté, on appuie sur le frein, mais de l'autre, on mène une vraie politique d'une communauté, notamment de libre-échange, pour que des usines qu'on a délocalisées en Chine et qu'on ne rapatriera pas toutes en France, puissent être dans le bassin méditerranéen, au Maghreb, car si on ne donne pas un avenir à la jeunesse du Maghreb, elle regarde la télé française tous les soirs, elle a l'antenne parabolique, et s'il n'y a pas d'avenir dans les banlieues d'Alger, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les jeunes ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en France. Et vous pouvez mettre tous les miradors de la Terre, vous pouvez tarir tout, quand on n'a pas d'avenir quelque part, on tente sa chance ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'il est vital d'avoir une vraie politique africaine, et j'étais le seul pendant la présidentielle à parler du développement de l'Afrique, qui est un continent plein de richesses, plein d'espoir, qui doit absolument nous mobiliser. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Si on ne le comprend pas, on fait une très grave erreur. Voilà. Voilà en gros la ligne. Donc grande fermeté, mais en même temps espérance d'un côté, et puis une fois qu'on est français en revanche, et c'est ce qui me différencie du Front National, j'estime qu'une fois qu'on est français, on est français. Et moi je déteste qu'on regarde la couleur de la peau, la date d'origine des gens. Parce que c'est faux. Je suis élu de banlieue. J'ai des jeunes d'un patriotisme qui sont récents, qui aiment la France, qui s'intègrent, qui font plein de trucs bien. Et je ne supporte pas, et ça c'est vrai que ça a été un désaccord fondamental avec Mme Le Pen, quand elle a dit sont tous des méras en puissance, etc. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, parce que si on rentre dans ce discours, vous portez atteinte à des milliers ou des centaines de milliers de jeunes Français qui ont le seul tort d'être couleur noire ou d'origine maghrébine, qui sont en France, et vous leur dites, et vous leur envoyez l'image, vous êtes des méras en puissance. C'est de la folie. Et si on fait ça, on part dans un truc de fou. En revanche, qu'on soit impitoyable avec les petits trafiquants qu'on expulse, avec les imams qu'on expulse, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, dans notre pays, un beau jour, qu'on dise maintenant stop, l'État sera d'une fermeté absolue. Ceux qui ne respectent pas la République, ils dégagent. Mais en revanche, ceux, quelle que soit leur couleur, qui sont français et qui aiment la France, ils ont tout leur avenir dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on y arrivera.
c'est délicat, parce que c'est à la fois un discours de fermeté qui fait hurler les belles dames, et en même temps un discours d'assimilation républicaine qui est le seul avenir pour nos enfants de toutes couleurs qui sont sur notre pays. Et c'est hyper délicat à faire, mais c'est le seul élément. Et c'est pourquoi on a appelé le colloque du 6 avril réconciliation. La réconciliation des Français. Comment réconcilier les Français? C'est le défi majeur. On a deux défis en France, et je finirai là-dessus. On a deux défis majeurs. C'est le défi économique. Redonner de la compétitivité à la France et relocaliser 1 million d'emplois dans les 10 ans qui viennent. C'est ça l'enjeu. Une fois qu'on a fait ça, tout le reste ira mieux. Sécurité sociale, retraite, tout, plus de problème. Deuxième défi, comment faire pour que les jeunes, d'où qu'ils viennent, se sentent français. Et qu'est-ce que ça veut dire être français? Parce que, vous savez, comment demander à un petit jeune qui est dans un quartier, qui a 15 ans, dont le père est malien, d'être français quand le président de la République court en suant à grosses gouttes avec New York Police à Central Park? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Ça veut dire quoi? Donc, je veux dire que être français, c'est quoi? C'est des valeurs, c'est une civilisation, c'est une langue. Et donc, si nous, les Français, disons, j'aime pas ce terme de souche, plus ancien, on ne sait plus ce que ça veut dire être français, comment on peut inculquer à des jeunes qui sont arrivés sur notre sol ce que c'est qu'être français? Donc, c'est pas un problème simplement de ces jeunes-là. Ça serait très simple si c'était qu'un problème de... C'est un problème plus profond de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire être français? Et c'est le problème de la France dans la mondialisation dont tu parlais au début de séance. Qu'est-ce que c'est la France? C'est une idée, c'est la justice, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est ça qui nous soude. Et pourquoi les Français sont si malheureux aujourd'hui? C'est pas parce qu'ils gagnent un peu moins ou ceci. Il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup. C'est parce qu'ils ont l'impression que tous... Enfin, moi j'ai cette impression, je ne sais pas si vous la partagez. Tout ce qu'on a construit depuis 2 siècles, qu'on nous a enseigné, qui nous a fait rêver, ce qui nous a émus, tout ce qu'on a fait qui était bien est en train d'être détricoté. C'est ça qu'on ressent. Donc, notre boulot, pardonnez-moi, il n'est pas simplement économique. Notre boulot, il n'est pas seulement ça. Notre boulot, c'est de redonner un espoir aux Français en leur disant « Vous êtes un peuple qui est bien. Vous portez des valeurs qui sont bien. Vous n'êtes pas démodés. Vous avez un avenir dans le monde. Vous êtes un exemple pour le monde. Regardez comme le drapeau français est aimé dans le monde. Comme la langue française est aimée, le succès des alliances culturelles dans le monde. Donc, mais les hommes politiques français ne croient plus en leur pays, en leurs valeurs. Donc ce que je voudrais, et c'est ça notre différence avec certains ici ou là, c'est qu'on ne soit pas simplement dans la ronchonnade. On mérite mieux. Le peuple français mérite mieux. Vous devez le hisser, l'élever. Voilà. Donc je finirai là-dessus. C'est fini. Je ne peux plus. C'est fini. On va y aller. Voilà. Merci Nicolas. Merci pour cet espoir que tu sais nous transmettre. Merci pour cette énergie formidable que toujours on te connaît. On a voulu ménager une dernière demi-heure pour que vous puissiez lui parler très simplement en aparté. Il y a la sangria qui est prête, qui vous attend jusqu'à 19h. Vous pouvez rester jusqu'à 19h. Et comme Nicolas l'a expliqué, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de faire grandir le mouvement. Ceux qui n'ont pas encore adhéré, tout est en place. Les bulletins d'adhésion, ne sortez pas sans avoir rempli le bulletin d'adhésion. Il y a la carte bleue, on prend tout, le chèque, la carte bleue, le liquide, il y a une corbeille. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas adhérer parce qu'ils pensent que ça laisse des traces et ils ne veulent pas. Bon, il n'y a pas de problème, on respecte. Vous pouvez aussi faire des dons. Et pour les gens vraiment très désargentés et qui veulent revenir nous aider dans les futures élections pour tout événement, sachez que il y aura une liste où laissez-nous vos coordonnées mail, courriel, etc. Vous serez sur une diffusion. On vous invitera aux divers événements, en particulier sur la Fédération de Haute-Garonne. Une fois tous les 2 mois, on organise des cafés politiques avec des thèmes et des intervenants extérieurs. C'est ouvert aux non-adhérents. Donc laissez-nous vos coordonnées, vos mails. Et portez avec vous aussi le maximum de petits dépliants que vous pouvez distribuer autour de vous, les amis, le voisinage, la famille. Portez la bonne parole. Dites qu'il y a un espoir, dites que la France n'est pas foutue, et dites qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan qui les attend. Merci. À
entrez, il y a l'équipe de jeunes qui vous attend pour les mails, les chèques, adhésion sur la table à l'entrée. Merci. Carte bleue. Nicolas, alors.